Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette 4e et dernière table ronde musicale de Paris 8. Avant toute chose, merci à l'équipe de communication de la promotion, aux étudiants et étudiantes, au public présent. Merci à Camille, Mana et Djibril, avec qui on a co-organisé cette table ronde. Merci à Marie d'avoir pris contact avec nous pour enregistrer cette table ronde. Et enfin, merci à Monsieur Pigeon, notre professeur, d'avoir permis l'organisation de cette rencontre, à qui je vais laisser le micro quelques minutes. C'est gentil, merci. Merci, cela dit, vous avez quasiment tout dit. Attendez, je ne vais pas vous étrangler. Voilà, merci pour cette introduction, parce que c'est à peu près ce que j'allais dire. Donc voilà, ce sont des tables rondes. C'est un cycle du Master 2 Industrie musicale qui existe depuis une dizaine d'années. Et donc, l'important, c'est que ces tables rondes sont entièrement organisées par les étudiantes et les étudiants du Master. Et donc, on est toujours sur des thématiques liées au secteur de la musique, des thématiques actuelles. On clôture ce cycle qui avait commencé par les enjeux éthiques de la programmation et des programmations, notamment dans les festivals. Une table ronde ensuite sur le merchandising, l'ADA dans le hip-hop, et donc ce soir l'impact des JO sur l'écosystème musical. Donc un grand merci aux intervenantes de ce soir d'être venues au nom de l'UFR Infocom. Et puis, vous les avez cités, mais je le refais quand même. Merci aux étudiantes et étudiants qui ont organisé ce soir: Camille, Emma, Mana, Djibril et Clara Lou. Voilà. Alors ce soir, nous accueillons 3 intervenantes. Marie Pontieux, chargée d'accompagnement des pratiques responsables et animation territoriale au sein du RIF, qui est donc le réseau des musiques actuelles en Ile-de-France. Camille Butin, manager projet sur les Olympiades culturelles au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et Célie Carati, chargée des affaires publiques au sein du SRA, qui est donc le syndicat des musiques actuelles, afin de discuter de la programmation culturelle et surtout musicale francilienne au prisme de l'organisation des JO 2024 à Paris. La période de l'été est l'une des périodes les plus fastes pour les lieux de représentation de la musique. Les open air, les concerts, les bars à concerts et même les salles de spectacle, qu'elles soient petites ou grandes, on voit une nouvelle organisation naître de la cohabitation avec un événement de très grande ampleur et international, les Jeux Olympiques. En termes d'occupation de l'espace, de public, d'affluence des touristes, les questions sont nombreuses sur la cohabitation possible, mais aussi sur les possibles opportunités qui naissent de cet événement. Et donc nous avons la chance d'accueillir des intervenantes qui peuvent apporter des éclairages différents sur ces questions-là. Alors pour introduire notre propos, nous avons souhaité commencer par quelques petites questions préliminaires. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter chacune vos structures, l'organisation au sein de laquelle vous travaillez, ainsi que leurs projets et ainsi que leur mission. On peut commencer peut-être par toi, Marie, du coup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Marie Pontieux, du coup, je travaille au RIF. Donc, le RIF, c'est le réseau musique actuelle en Ile-de-France. Donc, c'est une fédération de 160 structures sur la région qui travaillent dans les musiques actuelles. Donc, on a des salles de concert, des festivals, des radios, pas mal de MJC, des assos qui organisent des petits festivals, des concerts, etc. Et on est plutôt un réseau de structures non lucratives ou à lucrativité limitée, on va dire. Donc beaucoup des associations, des structures publiques, quelques structures privées, mais assez peu. Et du coup, parce que ça a un peu une importance sur la thématique d'aujourd'hui, on est plutôt un réseau situé en banlieue parisienne. On a assez peu de structures intramuros, Paris intramuros. On en a quelques-unes, mais en fait, on a des adhérents qui ont aussi des missions d'intérêt général, d'accompagnement des pratiques, d'action culturelle, etc. Donc, on n'a pas tout le réseau de salles privées qui fonctionnent avec de la location de salles, en gros. Voilà, rapidement. Et moi, au sein du RIF, je suis en charge de l'accompagnement des pratiques responsables, donc l'accompagnement de nos adhérents dans le montage de projets sur les questions plutôt égalité des genres et transition écologique. Donc pas beaucoup de rapport avec la table ronde aujourd'hui, mais après on a tous des missions d'animation territoriale, d'animation de réseau, voilà. Donc moi je travaille plus spécifiquement sur l'Essonne, et voilà, et peut-être j'en dirai plus après. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi je suis Camille Butin, je travaille pour Paris 2024. Peut-être je prends 3 minutes pour vous dire ce que c'est. Donc nous, on dépend quelque part du CIO, donc le Comité international d'organisation des Jeux Olympiques.
Et donc le CIO nous donne le mandat d'organiser les Jeux en France. Paris 2024, c'est une association de droit privé qui a été fondée par la ville de Paris et le Comité olympique du sport français, CNOSF, et paralympique, CPSF. Donc voilà, on est une asso de droit privé dirigée par Tony Estanguet. Moi, je fais partie de la direction de la culture. On a la charge notamment de livrer l'Olympiade culturelle, puisque quand on organise des jeux, eh bien, il y a toute une liste de rendus au CIO. Et donc, il y a la compète de badminton, le marathon et aussi l'Olympiade culturelle. Donc, je pourrais vous en dire un peu plus sur ça. Au sein de cette direction, je suis manager de projet pour l'Olympiade culturelle. Bonsoir. Du coup, moi je m'appelle Célie Carassi, je suis chargée des affaires publiques au syndicat des musiques actuelles. Donc le SMA, c'est un syndicat national qui représente dans toute la France 600 entreprises qui sont à la fois des salles de spectacle, donc tout le réseau des SMAC notamment, les festivals, des producteurs de spectacles, des labels, des radios, des fédérations et réseaux et des centres de formation. Voilà, qui sont plutôt des structures qui vont avoir en commun d'être dans le champ de l'économie sociale et solidaire. 75% sont des associations, petites, moyennes structures. Et la majorité des adhérents ne sont pas forcément dans la région Île-de-France, on en a, mais ce n'est pas la majorité. Voilà, la spécificité d'un syndicat, c'est notamment la négociation des conventions collectives. Et on en négocie 3 au SMA sur lesquels on est considéré comme représentatif. Voilà, et puis sinon on représente les membres au sein de plusieurs instances, donc Centre national de la musique, au niveau du ministère, etc. Et la 3e mission, c'est notamment la représentation des intérêts de ces structures-là, donc avec tout un travail de plaidoyer, voilà, pour défendre les adhérents. Et moi, mes missions au sein du SMA, c'est notamment sur toute cette partie très politique des actions. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant on peut parler un peu plus des missions justement un peu plus spécifiques qui sont en lien avec les JO que vous pouvez rencontrer là depuis quelques mois maintenant, et même peut-être un peu plus? Alors, je pense que Célie a plus de choses que moi à dire, mais juste pour dire que du coup c'est assez complémentaire parce que donc, le RIF, nous on est membre de la SMA. Mais c'est vrai que sur les JO, l'impact il est très centralisé à Paris, sur des gros événements et sur des festivals. Et du coup, nous au RIF, je peux peut-être en parler plutôt après, mais c'est vrai qu'on n'a pas de mission directement liée et on n'a pas d'adhérents qui sont très directement concernés, à part un. Mais du coup, on n'est pas du tout en lien avec l'organe des JO. Après, on a plein de conséquences indirectes un peu partout sur le territoire, mais pour le coup, le SMA a plus un rôle de plaidoyer sur la question, peut-être. Oui, c'est ça. Alors, typiquement, les missions particulières, ça va être tout ce qui va être en réaction à l'actualité. Il y a des questions après sur comment on s'est mis à travailler là-dessus, c'est ça? Oui, okay. Donc les missions, ça va être plutôt vraiment question relations presse, réaction à l'actualité, communication de crise, et puis énormément de travail sur quand on va avoir un cas d'un festival qui n'a pas encore d'autorisation officielle de pouvoir jouer pendant la période des JO, de prendre des rendez-vous avec le ministère, avec les parlementaires du territoire concerné pour faire en sorte d'avoir les autorisations et que ça puisse être validé. Donc c'est vraiment au cas par cas, ça dépend des moments. Actuellement, par exemple, on n'a pas grand-chose, mais dans une semaine, s'il y a un problème, par exemple, ça peut occuper la majorité de mon temps de travail. En fait, voilà, ça dépend vraiment des périodes là-dessus. Et dans l'équipe, ça va mobiliser surtout les personnes en direction, en affaires publiques et potentiellement les juristes. Voilà. Oui, donc moi, j'ai pas mal de liens avec les JO, comme vous pouvez vous en douter. Et je pense que nos profils sont assez complémentaires et c'est des prismes assez éloignés, assez proches quelque part, mais il aurait fallu peut-être un porteur de projet au milieu. Nous, c'est l'Olympiade culturelle. Je m'arrête peut-être 2 minutes là-dessus, je ne sais plus à quel moment, mais je pense que c'est le bon. Je ne suis pas les cérémonies, je ne suis pas Tony Estanguet, je ne suis pas la préfecture de police, donc je vous parle avec un point de vue vraiment d'un programme des Jeux, qui est cette Olympiade culturelle, donc ça se dit au singulier, puisque une Olympiade, juste sur la temporalité, ça va de la fin des Jeux précédents jusqu'à la fin de nos Jeux, à nous, donc ça dure normalement 4 ans, là ça dure 3 ans avec Tokyo qui a été décalé, et en fait notre rôle à la direction de la culture, c'est à la fois de mettre en valeur, de donner un cadre, une orientation. Donc l'idée, c'était une invitation à tous les acteurs culturels et aux acteurs sportifs de se rencontrer, de faire des projets autour de l'art et du sport et plus largement des valeurs olympiques ou paralympiques.
Donc plus concrètement, on va d'actions dans je sais pas, une bibliothèque dans une ville de 300 habitants, on va avoir une sélection de livres autour du sport, on va avoir des rencontres entre des auteurs, des athlètes, etc. Jusqu'à une exposition au Louvre, en passant par le théâtre de Chaillot qui va faire toute une performance avec des acrobatiques Y. C'est assez large, et puis en passant bien sûr par la musique, où on va être sur des festivals comme Wheel of Creed, Rock en scène, et puis des projets plus participatifs, associatifs, comme les Minots Marmots en Seine-Saint-Denis, comme on travaille avec Demos de la Philharmonie que vous connaissez sûrement, où ils travaillent pour la première fois avec donc des jeunes qui sont de la danse de Marseille, du groupe Grenade, donc c'est assez large comme spectre. On va travailler avec technique d'appel à projet. On va être, donc ça c'est une période qui était plus de l'incitation à créer des croisements. Par exemple en Seine-Saint-Denis, on avait un rappeur qui travaillait avec le Red Star à Saint-Ouen, donc on est sur cette incitation à travailler ensemble. Et puis il y a aussi des projets qu'on va suivre de plus près, parce qu'il y a des acteurs qui nous appellent où il y avait besoin vraiment de se consolider, de faire quelque chose de nouveau, comme une grande parade en Seine-Saint-Denis qui s'appelle donc La beauté du geste, où là c'est des collectifs d'habitants pour travailler avec des scènes nationales pour faire un projet ensemble qui sera donc restitué le 23 juin. Donc c'est d'autres portes vers les jeux, avec ceux qui ont envie aussi de s'essayer à d'autres pratiques, de croiser des publics, etc. Donc nous, c'est vraiment ça au sein des jeux. Je ne suis pas forcément sur la cérémonie, sur tout le reste. Donc moi, je viens vous apporter ce regard plus pratique de qu'est-ce qui se fait dans les jeux, qui était peut-être nouveau. Et voilà, ça se fait une fois tous les 100 ans. Donc c'était une sorte de porte ouverte sur voilà, d'autres formats, d'autres créativités, etc. Merci beaucoup. Est-ce que Célie, vous pouvez nous parler un peu plus de comment ont été peut-être introduites les missions des Jeux Olympiques dans vos activités quotidiennes, justement, et quand est-ce que vous avez peut-être commencé à travailler sur les projets en lien ou en conséquence des Jeux Olympiques? Oui, tout à fait. Alors c'est un sujet où on peut très bien trouver la date. En fait, le 25 octobre 2022, Gérald Darmanin est auditionné au Sénat sur la sécurité des Jeux Olympiques, et au cours de son audition, il dit notamment une phrase que il n'y aura pas de festival pendant la période des Jeux Olympiques, voilà, en raison de mobilisation des forces de sécurité pour le gros événement. Voilà, quelques jours se passent. Il rectifie à peu près un petit peu son propos, il revient un petit peu dessus sur France Inter quelques jours plus tard, et puis là en fait du coup tous les médias s'en emparent, pas de festival pendant les JO. Pour nous c'est un petit peu panique à bord en disant ah bon, mais enfin première nouvelle, personne n'est au courant, comment c'est possible, on n'a rien demandé, c'est génial qu'il y ait des Jeux Olympiques, mais pas forcément au détriment de tout ce qui peut se passer sur le territoire national sur cette période-là. Et donc, du coup, ça arrive pour nous comme un sujet à l'agenda du syndicat assez gros et très précipité, vu que c'était un petit peu la panique à bord. Et donc, suite à ça, s'ensuivent une grosse mobilisation collective avec beaucoup d'autres réseaux professionnels dans la culture, dans le spectacle vivant, tous les réseaux des collectivités territoriales, donc l'Association des maires de France, les petites communes rurales, la Fédération des élus à la culture, enfin voilà, toutes ces personnes-là se mettent ensemble pour essayer de dire faisons une grosse fête culture et sport ensemble, mais n'annulons pas tous les festivals, comment ça se fait. Voilà, et donc ensuite, vous voulez que je poursuive un petit peu là-dessus, on a notamment écrit une tribune qui a été publiée au JDD avec tous ces signataires-là, et puis on a organisé une conférence de presse pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. En parallèle, un travail de concertation s'est mis en place avec le ministère de la Culture pour inviter tous les acteurs concernés autour de la table et voir les cas spécifiques. En fait, le problème de base était que les unités de force mobilisées sur les grands événements ne seraient pas disponibles, et donc tous les événements qui mobilisaient des unités de force mobiles devraient être annulés. En l'occurrence, au SMA, la quasi-totalité des festivals ne mobilisent pas du tout d'unités de force mobile. En fait, voilà. Donc, mais quand même, ils n'avaient pas l'autorisation de jouer puisque tout devait être annulé. Donc, tout un travail de concertation s'est fait, une énorme mobilisation avec un très très gros travail au niveau médiatique qui a abouti à la publication d'une circulaire adressée au préfet le 13 décembre, donc quelques semaines plus tard,
qui vient clarifier beaucoup de choses, qui laisse une certaine place à une interprétation des préfets. Donc ça ne règle pas tout, mais aujourd'hui, c'est un document qui est assez important sur lequel se reposer. Et suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que tous les festivals qui étaient potentiellement problématiques ont été invités, enfin et même tous les festivals ont été invités à se rapprocher de leur préfet pour voir en direct avec lui les dispositifs de sécurité nécessaires et obtenir une validation comme quoi il pourrait avoir lieu. Voilà. Aujourd'hui, on en est un peu là-dessus, et quelques festivals jusqu'à il y a récemment n'avaient pas eu l'autorisation au niveau de leur préfecture sur ce sujet-là et sont réglés au cas par cas au niveau du cabinet de la ministre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. À présent, on va un peu parler de la prise de contact qui a été faite entre les différentes instances. Ça fait maintenant 7 ans que les Jeux Olympiques ont été attribués à la ville de Paris. Et les projets d'adaptation de la ville ont donc eu 7 ans pour voir les JO venir. C'est une assez longue période pendant laquelle vous avez sans doute dû être en contact avec l'organisation des JO. Et les questions qui vont suivre vont illustrer le parcours qui s'est mis en place depuis. Une question peut-être plutôt pour Camille. Quelles ont été les approches avec les acteurs de l'industrie musicale, comme les salles par exemple, et à partir de quand vous avez été en contact avec ces acteurs-là ? Alors pour l'historique, en fait, donc il y a une nouvelle direction en 2022 à la direction du comité des Jeux, du COJO de Paris 2024. Ce qui fait que donc on s'est inséré dans un élan qui avait été lancé par la précédente direction, mais il fallait aller très vite, écrire la stratégie. L'Olympiade était déjà lancée et justement une Olympiade, je n'ai pas commencé par là, mais ça se joue que grâce à toutes les parties prenantes, donc acteurs publics, acteurs culturels, ça va de soi, mais autant le redire. Et donc il y a tout ce travail-là, quand on arrive, c'était en mars 2022, pour relancer l'élan. Très concrètement, ça a été donc établir une stratégie, et la stratégie, c'est se baser sur le contexte culturel français. Et c'est vraiment ça, c'est comme je disais, c'est une invitation à faire différemment, à travailler d'autres formats, donc sur l'art et le sport, et juste avec nous, notre budget, etc., ça ne marcherait pas du tout. Et c'est pas le principe. Le principe, c'est vraiment de faire ces jeux dans la coordination, fédérer des énergies, etc. Donc, on s'est basé sur vraiment tous les acteurs culturels français, avec le temps, les moyens du bord. Donc, on a fait beaucoup de webinaires, de sessions d'information. Notre allié principal, c'est le ministère de la Culture dans tout ça, qui a aussi dégagé un budget propre pour l'Olympiade culturelle. Donc on s'est beaucoup reposé sur aussi tout le réseau des DRAC, puisque donc ça c'est un peu technique, mais qui est aussi révélateur de la situation, le positionnement de l'Olympiade culturelle. Au ministère de la Culture, c'est la direction des territoires qui suit le sujet. C'est pas forcément la direction de la créativité, etc. La DGCA, c'est vraiment des territoires. Donc c'est via les DRAC, etc., qu'on a aussi qu'on a demandé de l'aide pour relancer cette Olympiade culturelle. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de mails, de webinaires à destination des acteurs de façon générale. On n'est pas forcément focus uniquement sur la musique. La musique, c'est 17% des projets de l'Olympiade culturelle. Donc c'est quand même l'une, bien sûr, des disciplines fortes. Mais donc c'était un appel assez collectif au monde de la culture, avec des temps d'information. Je sais que j'avais eu des réunions avec le RIF au début. Donc on passait plutôt par ces biais-là, de réseaux franciliens, etc., et d'alliés de la ville de Paris, de la région Île-de-France, etc., pour essayer de faire passer le mot. C'était une information assez générale sur l'Olympiade culturelle, et puis après avec des dispositifs d'appel à projets, d'appui financier. Donc ça a vraiment commencé comme ça, et puis après on a mis en place des dispositifs chaque jeudi, un webinaire, etc. Donc des choses assez basiques, mais qui permettaient à toute personne qui s'intéressait au sujet d'avoir des portes d'accès et d'aller chercher de l'information à cette disposition-là. Voilà, ça reste un programme qui se base sur la base du volontariat, et donc avec ce programme vraiment pour essayer de faire des projets art et sport très concrets. Merci beaucoup. Marie, peut-être, en fait, on aimerait s'intéresser à partir de quand les enjeux relatifs aux JO sont apparus, et aussi comment le RIF a pris en charge ces questions-là, ou les adhérents et adhérentes du RIF ont pris en charge ces questions.
À partir de quand, je dirais, à partir du moment où il y a eu les appels à projets, le début de l'Olympiade culturelle, en fait, nous, ça a été la première porte d'entrée pour les adhérents. C'était effectivement Alors, en plus, il faut savoir que ça a coïncidé, du coup. La musique, on a été quand même impacté très longtemps par des restrictions post-Covid. Et du coup, via l'Olympiade culturelle, il y a eu pas mal de possibilités de faire des projets, notamment en extérieur, musique et sport, qui à la fois coïncidaient bien avec des restrictions qui étaient encore en place à certains endroits sur les concerts debout en intérieur, etc. Et du coup, les structures ont été beaucoup incitées à ce moment-là à faire du hors les murs. Donc c'est un peu par là qu'il y a eu les premiers impacts sur du montage de projets et les premières incitations notamment à monter des projets vraiment musique et sport. Donc ça, c'était la première porte d'entrée. Ensuite, côté financement, ça s'est un peu... ça a eu des répercussions un peu partout, parce que donc il y a le dispositif Olympiade culturelle qui est très identifié JO, mais en réalité, il y a pas mal d'autres financements qui ont revu... qui donnent la priorité à des projets liens musique et sport depuis 2 ans jusqu'à la fin des JO. Et y compris pour des plus petites structures, parce qu'en fait le secteur de la musique n'est pas financé uniquement par la culture, il est beaucoup financé pour les plus petites structures par les appels à projets jeunesse et sport, et qui du coup depuis 2 ans sont vraiment financent prioritairement des projets en lien avec le sport. Et après, il y a eu effectivement toute la mobilisation dont parlait Célie, que nous, on a évidemment suivi aussi, même si on est moins impacté côté... en Ile-de-France, du coup, il y a des très gros festivals qui sont très impactés, mais qui ne sont pas dans notre réseau. Et sur des plus petits événements assez éloignés de Paris, on n'est pas forcément très impacté, à l'exception de la Seine-Saint-Denis, où je pense que les premières tensions, en tout cas réelles... sur la question des JO, c'était il y a 1 an, 2 ans, quand il y a commencé à avoir aussi les villes qui accueillaient des sites olympiques. On a un adhérent qui s'est fait déloger, par exemple, pour construire un parvis au Bourget pour accéder à l'espace sport là où il y aura les épreuves d'escalade, il me semble. Et du coup, ils ont détruit le bâtiment dans lequel était le studio, qui a dû être relogé ailleurs, dans un bâtiment qui est évidemment pas adapté à une pratique de studio. Enfin voilà, c'était les choses auxquelles on s'attendait. Et il y en a eu un peu, mais pas tant. Voilà. Et après, plus récemment, en termes d'impact vraiment direct, on a une structure qui est adhérente au RIF, qui est également adhérente au SMA, qui s'appelle Petit Bain, qui est une salle de concert qui est située dans le 13e arrondissement, et qui pour le coup va avoir une fermeture cet été. Mais en toute honnêteté, on s'attendait à plus de difficultés comme ça dans un premier temps. Pour le moment, il n'y a pas énormément de nos adhérents qui sont très impactés dans leurs activités, si ce n'est qu'il faut vraiment repenser les projets pour y intégrer du sport, ce qui n'est pas possible pour tout le monde en fait. Ça dépend de la nature de l'activité, et qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes encore sur l'été. Il y a encore du coup, on a été très incité à faire beaucoup dehors les murs à un moment. Donc il y a des activités qui se sont développées, notamment sur la période estivale, alors que les salles, historiquement, l'été, elles étaient fermées et elles faisaient pas grand-chose en août, en tout cas, à partir de fin juillet. Et depuis le Covid, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place en dehors les murs et qui ont perduré. Et ces activités-là, aujourd'hui, il n'y a toujours pas les autorisations. Et comme disait Célie, c'est très dépendant des préfectures. Mais du coup, on arrive en avril et il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui est possible ou pas cet été, à des petites échelles locales, aussi pour des raisons de présence policière, de mobilisation, y compris sur des petits événements. Et bien justement, les Jeux Olympiques représentent en cumulé, donc selon les prévisions de l'Office du tourisme de Paris, près de 15 millions de touristes qui seront présents, dont 2 millions de touristes étrangers. Une telle affluence soulève des questions qu'on connaît tous, donc autour du transport, de la sécurité, etc., mais qui pourraient donner des opportunités pour les salles de spectacle et les lieux de représentation de la musique. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc tout d'abord, dans quelle mesure est-ce que la tenue des Jeux Olympiques peut créer de nouvelles opportunités et des initiatives intéressantes, ou qui vont sortir des activités habituelles, en tout cas pour les lieux de représentation et les artistes.
les trois, si vous souhaitez. Je vais pas avoir grand chose à dire là-dessus, étant donné que c'est géré plutôt sous la forme d'appel à projet pour l'Olympiade culturelle et que ça dépend vraiment des structures et que nous, en tant que syndicat, on n'intervient pas à ce niveau-là. On a transmis aux adhérents les informations des appels à projet comme on le fait pour tous, pour qu'ils aient ces informations-là. Mais là, j'ai pas de données à vous dire sur vraiment combien on en a qui prennent part à cet événement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a sûrement, voilà. Donc côté jeu, il y a en amont, nous c'est notre programme principalement se fait en amont, l'Olympiade culturelle, puisque c'est l'idée d'avoir d'autres portes d'entrée vers les jeux, de mêler les publics, que ça soit pas un événement qui dure 2 fois 15 jours, c'est plutôt une excuse pour faire des projets de plus long terme, avec toujours quand même ce côté événementiel qui est propre au jeu. Donc on est sur ce programme vraiment sur des opportunités plutôt de changer des formats. On a beaucoup de projets participatifs qui, donc j'en parlais rapidement, Demos, Milieu Marmot, qui associe beaucoup les populations notamment de Seine-Saint-Denis, mais plus largement on est aussi à Marseille et partout en France, puisque l'Olympiade culturelle c'est pas que sur les territoires d'épreuve, donc c'est plutôt quelque chose qui est fait pour transpirer quelque part. C'est sur ce côté-là des publics, c'est sur ce côté de forcément de l'artistique et la création, vu qu'on a parlé donc des appels à projets. On a des hymnes revisités, hymne en jeu par exemple, un projet porté par Mathieu Bauer. L'autre jour on était à l'Espace 1789 où il y a eu tout un travail autour des percussions et du basket, qu'est-ce que ça peut rendre en termes de forme scénique. C'est tout ça, c'est à Wheel of Green l'autre jour où il pensait les nouveaux formats de concert avec Aimé Simone dans un skatepark, etc. Qu'est-ce que ça donne aussi comme nouvelles images, nouvelles pratiques. Donc on est sur plusieurs tableaux. Et puis aussi c'est donc des jeux qui sont très marqués forcément par la culture hip-hop, avec l'entrée du breaking qui renforce l'élan de Tokyo où le skate était arrivé dans les disciplines olympiques. Donc ça c'est aussi une opportunité de mettre en valeur des personnalités, des artistes qui n'étaient peut-être pas forcément promus, avec toute la question que ça pose sur l'institutionnalisation de ces courants qui viennent plutôt donc d'autres univers. Donc là, il y a tout un autre débat sur l'opportunité ou pas de le faire, mais en tout cas, ça, pour ceux qui souhaitent en être, ça met aussi des artistes en lumière. Donc ça, c'est plus sur vraiment tout ce volet de l'Olympiade culturelle. Après, pendant les jeux, c'est aussi des opportunités de programmation pour certains artistes, que ce soit sur certains stades où il y a une direction qui est là pour programmer des artistes pendant les compétitions, autour des compétitions. Et puis, il y a bien sûr la cérémonie, donc ça, c'est pas mon sujet, mais là-dessus aussi, vous avez tous entendu parler d'Aya Nakamura, etc. Donc, en tout cas, c'est des tentatives de révéler le meilleur de la France en faisant aussi apparaître des polémiques qui ne vont pas ressortir forcément le meilleur de la France, mais on est là-dessus sur ces opportunités de programmation, de visibilité. Et puis on a parlé là, longuement des appels à projets, donc aussi financières pour soutenir certaines dynamiques. C'est vrai que je ne suis pas revenue sur le sujet des festivals, de la sécurité, parce que ce n'est pas mon domaine et c'est vraiment, ça dépend de l'État. Et c'est les jeux en soi, donc là-dessus c'est quelque chose de très technique. Donc nous on essaye d'avoir ces autres portes d'entrée pour ceux qui le souhaitent. Et c'est vrai que nos alliés sont les pouvoirs publics qui font un moyen constant. Et c'est vrai que certains n'ont pas pu dégager des budgets propres ou pas de façon assez conséquente. Donc il y a eu un fléchage de financement de droits communs vers le sport, en essayant, bon a priori c'était jamais du 100%, mais de laisser une porte ouverte aux activités normales. Voilà, j'étais un peu longue. Peut-être pour compléter du coup aussi un peu l'idée, pour avoir un ordre d'idée du genre de projet que ça peut générer. C'est vrai que effectivement le fait qu'en fait le BMX, le skate soit rentré en discipline olympique dernièrement et la danse hip-hop cette année. Nous, c'est ça majoritairement qui permet à des plus petites structures de monter des projets qui rentrent dans le cadre de l'Olympiade culturelle. De fait, on en a quand même un certain nombre des adhérents qui ont répondu à l'appel à projet. Beaucoup avec... alors, nous, on a un adhérent qui organise depuis longtemps un festival dans un skatepark à Chelles, qui s'appelle Skate Rock, par exemple,
qui du coup rentre dans ce cadre-là. Il y a une scène nationale à Noisiel qui s'appelle la Ferme du Buisson, qui cette année monte une art zone, donc sur le modèle des fan zones en fait d'un sport. Donc pendant un mois, le parc est ouvert et il n'y a que une programmation entièrement en lien avec le sport et la diffusion de la cérémonie d'ouverture aussi. Ça, je crois que c'est une commande publique de la municipalité. Oui, puisqu'on n'a pas dit ça aussi, mais il y a aussi le passage de la flamme olympique qui est un grand moment de sollicitation où les villes qui voient passer la flamme olympique veulent aussi forcément mener enfin voilà, qu'il y ait des spectacles autour, qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que alors moi j'ai appris qu'on payait pour faire passer la flamme olympique et que comme ça coûte un peu cher, il faut qu'il y ait des gens qui viennent et du coup les gens ils viennent peut-être mieux plus s'il y a d'autres choses qui se passent, donc il y a aussi des programmations dans ce cadre-là. Voilà, on a même des plus petites structures. On a un adhérent dans une ville en Essonne qui s'appelle Morsan-sur-Orge qui organise sur le modèle, je ne sais pas si ça vous parle, quelque chose qui avait été fait il y a peut-être 2 ans au Stade de France qui s'appelait Rockin' 1000, où c'était 1000 artistes amateurs qui pouvaient venir jouer au Stade de France tous ensemble. C'était un très gros projet participatif et on a un adhérent qui fait ça dans son stade. Alors évidemment, ce sera un peu plus petit que le Stade de France, mais pareil, avec un appel très libre aux artistes, aux musiciens, musiciennes amateurs qui peuvent venir jouer et du coup 2 semaines de répète tous ensemble, etc. Et la journée, ils font des olympiades sportives, en l'occurrence, dans le stade. Voilà, donc ça, je crois qu'ils sont aussi dans le dispositif. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de projets qui sont entrés dans ce cadre-là. Et après, il y a aussi... en fait, vraiment, ça a donné des orientations de financement de projet à plein de niveaux. Il y a beaucoup de choses qui sont avec le scolaire aussi. Parce que à côté rectorat académie, il y a aussi des fléchages sur des actions culturelles qui sont en lien avec les JO. Voilà, donc je sais pas, on a un adhérent, le Sax à HR par exemple, qui fait toute sa saison d'action culturelle autour d'un spectacle qui est sur l'histoire des JO, ce qui permet aussi de questionner, enfin l'histoire des JO, ça permet de questionner l'histoire globalement et aussi l'histoire des luttes antiracistes, des luttes antisexistes, etc. Donc c'est assez intéressant. Et ils font tout un projet culture et sport avec les lycéens autour de ça. Enfin voilà, il y a des projets un peu à tous les endroits. Merci beaucoup. À présent, on va faire une sorte d'état des lieux de la programmation. Les Jeux Olympiques ont eu des impacts donc, sur la programmation. Certains lieux, comme on l'a dit, ont été contraints de fermer. Certains événements ont été décalés, annulés ou ne savent pas encore s'ils peuvent se tenir, comme le Lollapalooza organisé par Live Nation, ou encore l'annulation de certaines dates de tournée, comme celle de Coldplay par exemple. On aimerait se demander comment s'organise la programmation au regard d'un événement qui mobilise beaucoup de lieux dans Paris et des effectifs d'agents de sécurité par exemple. Une question peut-être plutôt pour toi, Célie. Quels impacts sur la programmation musicale concrètement, que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs, vous ont été rapportés par les adhérents au SMA ? Alors, je ne suis pas programmatrice, donc je vais faire au mieux pour vous remonter ce qui nous a été dit là-dessus. Effectivement, on a des gros artistes qui ont reporté leur tournée ou qui l'ont reporté à l'année prochaine pour ne pas passer par la France au cas où il y avait des problèmes à ce niveau-là. Ça, c'est vrai, ça concerne des très très gros artistes. L'impact majeur dont je peux vous parler, c'est celui plutôt de la demande qui a été faite, la première demande qui était de reporter des dates de festivals en disant si vous ne faites pas les festivals pendant la période des JO, il suffit de reporter. Or, on sait très bien qu'il y a énormément de festivals en France, qu'il y a un gros embouteillage et que la période estivale est très chargée. Et qu'en fait, sur un même territoire, reporter, c'est pas si simple que ça, puisque ça veut dire qu'on va empiéter sur les dates du festival d'à côté. Et du coup, ça va créer une tension au niveau de tous les prestataires techniques, par exemple, sur le montage de scène, les prestataires techniques à ce niveau-là, et créer une tension et une inflation potentielle pour les artistes, en fait, et pour les cachets des artistes. Si tous les festivals reportent leurs dates avant, ce qu'ils n'ont pas fait, mais s'ils devaient reporter avant les JO, on aurait beaucoup plus de festivals aux mêmes dates et un nombre d'artistes et en tout cas de têtes d'affiche fortement demandées qui amènent des publics dans les festivals qui n'est pas extensible.
Et sauf qu'en fait, on est aussi dans un contexte aujourd'hui pour les structures culturelles en général, que ce soit en Île-de-France ou au niveau national, de sortie de Covid qui a été assez long, de retour des publics qui a été assez compliqué, avec des habitudes d'achat de places qui ont changé, avec beaucoup plus de dernière minute, et donc de la prévision qui était beaucoup plus compliquée, une inflation très forte qui a beaucoup d'impact sur les structures. Voilà, et donc si en plus les têtes d'affiche et les cachets augmentent, ça devient un petit peu compliqué pour ces structures-là. Voilà, au niveau de la programmation, ce que je peux vous dire. Moi non plus, je ne suis pas programmatrice, mais c'est clair qu'on ne peut que constater, et nous, avec notre Olympiade culturelle, tenter d'aider avec aller voir la préfecture de façon très générale, les sensibiliser à l'Olympiade culturelle, et à leur faire remonter des projets, mais c'est pas nous, notre rôle n'est pas malheureusement de solutionner ça, et on n'a pas le mandat pour ça. Donc moi, en termes de programmation, c'est plus des dynamiques qu'on voit et qu'on va soutenir, d'acteurs qui essayent d'autres formats. On est plus donc en amont des jeux, d'essayer de les faire aller sur des terrains qu'ils n'avaient peut-être pas expérimenté, où ils souhaitent le faire. Je m'étais notée plutôt sur des programmations un petit peu alternatives, comme le Londif, l'Orchestre national d'Île-de-France, qui va faire des concerts hors les murs, dans des vélodromes, qui va amener des athlètes comme Jeannie Longo, qui est une ancienne championne de vélo, qui va faire du piano avec eux. Donc c'est plus des choses qui, après, par des anecdotes comme ça aussi, font qu'il y a des déplacements de public, voilà, une démocratisation culturelle, bon, par des petites actions. Donc on verra où ça va, mais c'est un peu ce type de dynamique qu'on soutient. Et malheureusement, les jeux, c'est un énorme truc, et on ne peut que constater et dire OK, et essayer avec ce programme culturel d'être sur un autre regard, un autre récit de fond. Mais les réalités événementielles, c'est clair que les jeux, ça impacte forcément. Moi, je travaille essentiellement dans un réseau de salles et de structures qui, de toute façon, n'ont pas une énorme activité l'été, ou à des échelles assez locales, donc qui ne sont pas impactées sur la programmation, en tout cas parce que la programmation d'été est jamais faite de tête d'affiche. Voilà, c'est plutôt c'est plutôt des inquiétudes sur est-ce que l'événement pourra se tenir, quoi, vraiment, mais plus que sur la programmation en soi. Est-ce qu'il y a des endroits en Île-de-France où justement ces inquiétudes sont plus présentes qu'à d'autres endroits en Île-de-France ? Alors du coup, j'ai pas un regard très clair sur Paris. À Paris, il y a vraiment la particularité cette année Petit Bain pour le coup est vraiment une structure qui est extrêmement impactée. Et j'imagine que c'est vrai d'une partie d'autres salles qui ont aussi une dimension plus bar, etc. En fait, voilà. Mais c'est pas trop des structures qu'on a dans le réseau. Et nous, sinon, en termes, nous, c'est clairement la Seine-Saint-Denis qui est le département hors Paris le plus impacté, parce que il y a des sites olympiques et que ça va être extrêmement compliqué, et en termes de tenue d'événements et en termes de transport. Ce qui fait qu'il y a des adaptations. Et alors, en fait, en plus, peut-être à tort, mais dans le doute, il y a des zones de la Seine-Saint-Denis où là, il y a un réseau musique actuel en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui s'appelle le MAC 93, qui organise un festival de concerts à vélo tous les étés, qui s'appelle les Scènes Nomades. Et normalement, donc, le parcours change tous les ans. C'est des concerts avec une scène qui est tractée par des vélos, et donc il peut y avoir des concerts sur le déplacement, et après la scène se déplie, etc. Donc c'est vraiment itinérant. Et par exemple, cette année, tout le parcours, pour lequel il n'y a absolument aucune autorisation à ce jour, et de toute façon pensé pour éviter Saint-Denis, clairement, alors que tous les ans il y avait une date pendant le carnaval, mais ça fait un peu peur de ne pas avoir l'autorisation au dernier moment. Enfin, tous les endroits où il y aura vraiment des sites olympiques majeurs, et pour une raison d'autorisation, de potentielle sécurité, voilà, et pour une raison toute simple ça va être des territoires hyper engorgés, ça va être très compliqué de se déplacer, et du coup ça a un impact. Merci beaucoup. Mais du coup,
concrètement, quelle a été votre position face à ces contraintes-là? Célie, peut-être la mieux placée pour répondre à cette question. Du coup, le positionnement du SMA par rapport à ces contraintes-là, c'est on veut jouer, il faut que les festivals aient lieu et qu'ils puissent se tenir comme prévu. Disons que les derniers problèmes qu'on a eu avec des festivals qui n'étaient pas sûrs de pouvoir jouer, c'était notamment un festival dans l'Allier ou un festival en région lyonnaise qui ne mobilisait pas d'unité de force mobile et où il n'y avait pas vraiment lieu, en tout cas, de pouvoir justifier ça à ce jour. Aujourd'hui, ce sont des cas qui sont réglés, qui ont été gérés en interne avec la préfecture, mais qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'était pas sûr de pouvoir jouer. Juste, je rajouterais au niveau de Paris et des conséquences que ça peut avoir sur les lieux. Je ne vais pas pouvoir vous en parler très bien, mais les théâtres privés sont très mobilisés sur la question. Notamment en raison des zones de sécurité et de déplacement dans Paris qui vont baliser la ville, et donc avec la peur notamment que le public ne puisse pas se rendre dans ces lieux-là, d'être dans des zones un petit peu compliquées d'accès, et que le public ne choisisse pas forcément de privilégier d'aller au théâtre cet été. Donc en tout cas, vous pourrez aller regarder, ils sont bien mobilisés là-dessus. Et si vous voulez, je peux revenir sur le cas de Petit Bain. Donc Petit Bain, c'est une barge flottante face à la bibliothèque François Mitterrand. Ils sont à peu près au niveau de l'entrée des délégations pour la cérémonie d'ouverture, ce qui veut dire que 10 jours avant, il y a une période de 10 jours pendant laquelle le bâtiment sera fermé et scellé. C'est-à-dire qu'on ferme le bâtiment, on vérifie tout au niveau sécurité, et puis plus personne ne peut rentrer dedans pendant 10 jours. Or, l'exploitation de la terrasse de Petit Bain sur le quai est une énorme source de revenus pour la structure. Et aujourd'hui, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment rouvrir. Si pendant ces 10 jours, ils vont pouvoir avoir une compensation financière, ils chiffrent à 75 000 euros les pertes potentielles de ces 10 jours de fermeture. Et en même temps, ils ne sont pas sur le chemin de la cérémonie d'ouverture, où d'autres bâtiments sur la Seine peuvent louer à des entreprises des espaces un petit peu VIP pour voir depuis leur espace. Ils ne sont pas sur le chemin, ils sont juste avant. Donc ça, c'est pas possible. Donc voilà, on y travaille là-dessus. Peut-être juste sur comment programmer pendant les Jeux. Juste rebondir sur ce côté-là. En fait, oui, il y aura de la musique pendant les Jeux. Non, on ne va pas recréer d'autres festivals JO, par contre. Et très concrètement, en fait, l'orientation qui est donnée, c'est avec les collectivités aussi qui vont mettre en place des fan zones. Donc ça, c'est un lieu où ça va être où là il y a vraiment justement, nous on essaye de pousser des noms d'acteurs, ou par exemple le MAD, ça fait beaucoup de fois que je les mentionne à des collectivités qui cherchent des projets, etc. Donc si parfois la circulation normale elle est impactée, en fait nous ce qu'on invite à faire, c'est d'aller justement dans ces clubs qui sont à la fois des zones où on va se rassembler. Donc c'est le terme de fan zone, on utilise le terme plutôt club 2024 pour les fan zones dans les Jeux, et c'est plus des festivals des festivals, c'est plus des espaces multi-programmation, parce que les Jeux, c'est pas comme le foot où on vient 90 minutes et on s'en va. Donc au contraire, c'est l'opportunité d'avoir des zones beaucoup plus mixtes en termes de programmation, avec de la musique, avec du spectacle, etc. Donc nous, on pousse, on a des kits pour dire aux collectivités, allez voir tel acteur, allez voir tel acteur, allez voir tel acteur. On essaye de faire de la mise en lien pour justement que cet écosystème vive. Et comme Duc disait au début aussi, tous les appels à projets, les premiers, ça a été beaucoup tourné autour de l'été culturel, les formes olympiques à la ville de Paris. Et en fait, c'est cette dynamique qui se prolonge, mais avec une délimitation dans l'espace. Donc ces fameuses fan zones qui sont très encadrées souvent par les villes. Donc c'est là où on pourra retrouver de la culture pendant les Jeux. Après, on travaille aussi avec des acteurs. On était avec le Conseil de la Nuit l'autre jour de Paris pour essayer de voir est-ce qu'il y a une dynamique commune que nous, on va pouvoir mettre en valeur. Et je n'ai pas abordé le sujet de la communication, mais c'est un sujet clé où c'est pour la première fois, on a réussi à avoir le fait que la culture soit vraiment présente sur la carte des Jeux. C'est 15 millions de visiteurs qui vont venir à Paris, qu'il n'y ait pas une sorte de programme culture annexe, que ça soit vraiment intégré aux Jeux. Il y avait une grande peur à Londres parce que la fréquentation des établissements, alors je crois que c'était juste les musées, mais c'était révélateur, c'était moins 5%, qui était une baisse, mais c'était beaucoup un report de fréquentation, donc avant ou après les Jeux. Là, on fait les Jeux dans la ville, ce qui change un peu la donne, donc on espère que ça va créer d'autres mobilités, et aussi il va y avoir une appétence, une attention pour on vient à Paris,
accessoirement, c'est la ville qui est très connue pour les arts et la culture. Donc on espère que ça va créer des dynamiques et une envie d'aller se rendre dans des espaces culturels. Pour aider à ça, on fait en sorte, nous, que tous les projets de l'Olympiade culturelle soient automatiquement sur la carte que les spectateurs des Jeux auront. Et c'est pour ça aussi qu'on pousse, qu'on est en échange avec certains acteurs pour savoir est-ce qu'il y a des temps forts pour vous mettre en valeur aussi auprès des journalistes, auprès du grand public. Donc nous, notre rôle, il est vraiment là-dessus. On va dire, on essaye de mettre du lien entre le public, les acteurs culturels. On parle à la préfecture aussi pour sensibiliser tout le monde à tout ça. Donc c'est vraiment notre rôle pour que ça ne soit pas des jeux où juste c'est des festivals qui sont reportés, annulés, il n'y a rien en France. Au contraire, c'est mettre en valeur aussi tout ce qui va se faire pendant les jeux. Ok, merci beaucoup. Alors, on va arriver maintenant aux impacts économiques. Bien sûr, puisque des questions financières entrent en compte dans le déroulement de la saison, et on ne pouvait pas faire cette table ronde sans parler de cet aspect. Quand il s'agit de l'organisation d'un événement d'une telle ampleur, on imagine donc cette question a été un peu au cœur des débats dans vos différentes structures d'organisation. Et donc justement, Célie, tu en parlais un petit peu tout à l'heure sur que l'activité culturelle serait peut-être un peu moins la priorité, à quel point justement l'engagement économique suscité par les Jeux Olympiques a déterminé l'activité des structures musicales. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt ce que peuvent dire les théâtres privés là-dessus, et moi je ne suis pas experte du sujet. Sur la question financière, comme je le disais, en fait, nous le but final, c'est vraiment que tous les événements et les festivals puissent avoir lieu, et donc point. Voilà. À partir de là, si vraiment il y a des annulations et des imprévus, là viendra un sujet de question de compensation, comme c'est le cas pour Petit Bain qui est obligé de fermer pendant 10 jours, et donc il n'y est pour rien, et donc demande s'il peut y avoir une compensation financière pour ne pas trop impacter la structure là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? On peut passer à la question suivante. Donc moi juste dire, faudrait chiffrer l'impact des jeux, et je ne suis pas économiste, mais voilà, donc c'est l'Office du tourisme de la ville de Paris qui essaie de faire des projections. Après, il n'y a pas encore de vrais chiffres, il faudra voir les bilans en 2025-2026. Qu'est-ce que ça a généré réellement, quels secteurs ont été plus impactés négativement. Donc voilà, il y a des impacts sur des lieux qui choisissent de faire de l'hospitalité, et donc qui vont se rémunérer et avoir des opportunités financières là-dessus. Comme on disait, le Petit Bain, c'est pas le cas. Où c'est les revers des. En fait, un Petit Bain est assez emblématique parce que à la fois, nous, ils sont dans l'Olympiade culturelle, ils font un superbe projet avec des chantiers, avec de l'insertion, et puis après des temps un peu de restitution assez festifs, avec de la musique, avec des acteurs du territoire. Donc c'est super chouette ce qu'ils font. Il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été investis par nous, la ville de Paris, le département de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est vraiment révélateur d'un projet type assez top de l'Olympiade culturelle qui est vraiment dans cette idée-là de partage. Et à la fois, c'est un lieu qui, économiquement, le fond de son activité, c'est bien sûr faire des concerts, c'est avoir de la restauration, un bar qui permet de vivre. Donc c'est toute l'ambiguïté du problème qui est dans ce profil de Petit Bain. Voilà. Ok, merci beaucoup. Peut-être juste pour ajouter que c'est aussi très compliqué en fait la question de l'impact financier, parce que on sait très bien que ce sera extrêmement compliqué à chiffrer en fait, parce que c'est multifactoriel quoi, et du coup il y aura des impacts qui seront peut-être pas directement liés au JO, mais indirectement, et puis notamment parce que du coup dans la communication il y a quelque chose qui est très avancé sur ce que ça ramène en le tourisme, etc. Mais à quel point le tourisme il bénéficie aux structures musicales, c'est très difficile à évaluer. Et à côté de ça, on a aussi la période qui fait que de toute façon, les structures musicales, elles sont globalement dans une période financièrement compliquée, et que pour plein d'autres raisons. Mais du coup, ça va être vraiment difficile de chiffrer cet impact de toute façon. Bien sûr. Marie, tu en parlais un petit peu plus tôt, mais est-ce que tu pouvais nous reparler un petit peu peut-être de la réorientation des subventions ? En fait, c'est difficile à dire, mais il y a beaucoup de financement. En fait, alors du coup, dans les opportunités de financement, il y a clairement des appels à projets qui sont chiffrés sur des projets musique et sport, où objectivement, c'est assez
bien pensé et c'est très possible de monter des projets à plein d'échelles, donc il y a vraiment des opportunités financières. Et par contre, c'est vrai qu'on voit tout ce qui est plus aide à la vie associative de manière générale, on va dire, depuis 2 ans, c'est vraiment extrêmement fléché sur le sport. Et en fait, ça concerne beaucoup d'acteurs culturels, ces financements-là. Donc, je parlais des financements jeunesse et sport. Il y a aussi un financement qui s'appelle le FDVA, le Fonds de développement de la vie associative, qui aussi, pour son dernier appel à projet, elle priorise les projets en lien avec le sport. Alors, pour des structures qui font de la diffusion de spectacles, c'est possible de monter ponctuellement des projets. Voilà. Bon, par exemple, nous, le RIF, on demande de l'argent au FDVA, et autant vous dire que vraiment le sport, on n'a pas trop trouvé comment on pouvait faire quelque chose spécifiquement. Et puis, mais oui, en tout cas, tout ce qui est jeunesse, en fait, comme les financements jeunesse sont des financements jeunesse et sport, cette année, c'est particulièrement des financements sport. Et les structures musicales sont très financées par la jeunesse, en fait, pour beaucoup d'entre elles. Voilà. Et puis, effectivement, oui, l'éducation nationale aussi, tout ce qui est projet d'action culturelle, qui est très réorienté sur le sport. Donc vous diriez en soi que les structures se sont un petit peu adaptées à ces subventions-là? Ah bah oui. Ouais. Enfin, il y en a Après, il y a eu des vraies opportunités aussi de faire financer des projets qui existaient déjà et de les développer. Enfin, notamment dans les projets Olympiades culturelles, il y a un certain nombre de projets qui étaient déjà des projets existants, mais à plus petite échelle, et que ça a permis de développer. Donc il y a des vraies adaptations qui sont chouettes, et il y a des projets qui se sont montés et qui sont tout à fait pertinents. Effectivement, l'arrivée d'une discipline breakdance, elle permet vraiment de monter des projets sur le hip-hop qui sont complets et qui sont hyper intéressants. Enfin, il y a plein de projets adaptés. Après, c'est vrai qu'il y a certaines structures pour qui c'est plus compliqué d'adapter, et il y a aussi parfois la réalité il y aurait d'autres priorités qui du coup sont mises de côté jusqu'à la fin des JO, quoi. Il y a certains projets où on se dit que ça passera après. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde, et pour finir avec une question, on aimerait prendre un petit peu de recul et en fait discuter selon vos ressentis, ou même disons le ressenti de vos structures avec vos collègues, etc. En fait, comment ont été, quelle réception des JO et de son organisation est-ce que vous avez pu percevoir? Est-ce que c'était globalement positif parce que ça a créé des opportunités, ou globalement négatif parce que justement ça a des impacts contraignants? Célie, peut-être, oui, pour commencer. Un syndicat, globalement, va gérer des crises et des problèmes. Donc, effectivement, on est à un endroit de cristallisation de beaucoup d'enjeux où ça va nous retomber dessus. Donc, effectivement, nous, on a plutôt travaillé à la résolution de potentiels problèmes que cela pouvait engendrer. Après, je ne doute pas que c'est quand même un événement assez exceptionnel, et une fois tous les 100 ans, c'est ça. Voilà. Globalement, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a plus vraiment de cas problématiques, c'est à peu près tout géré avec les préfectures. Après, d'ici à cet été, est-ce que les préfets vont changer? Ça, je ne sais pas vraiment. Et puis ensuite, on est un petit peu soumis aux imprévus, et on vient de passer en plan Vigipirate depuis ce matin suite aux événements dans une salle de concert en Russie. Voilà. Et donc, s'il y a d'autres événements, on peut se demander quelles conséquences ça pourrait avoir sur des dernières autorisations, quelques semaines avant des événements et des festivals. On n'est pas à l'abri d'imprévus, on ne sait pas vraiment, on ne peut que souhaiter que tout se passe bien comme maintenant. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que du point de vue du SMA, on a été vraiment un réceptacle, une caisse de résonance de la gestion des problèmes que ça pouvait engendrer. On n'était pas tout seul, ça s'est fait de manière collective, et ça a porté ses fruits maintenant. Moi, je dirais que ça a généré, je pense, des petites crispations dans un contexte pas simple. C'est surtout ça, c'est-à-dire que sortie de Covid, inflation, baisse du pouvoir d'achat, hausse des cachets, un secteur qui est dans un moment un peu complexe, c'est quelque chose qui se rajoute à gérer. Donc, il y a eu un peu de ça, pas mal d'inquiétudes parce que effectivement. Pour le coup, la déclaration de Darmanin initiale, qui était hyper alarmiste, a fait qu'à ce moment-là, il y a eu un petit mouvement de panique. Depuis, en termes d'organisation, etc., moi, j'ai quand même l'impression que ça se passe plutôt bien, et qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'impact direct très négatif. Après,
c'est un petit... Bon, alors déjà, il y a d'autres parties du secteur culturel qui sont plus impactées que la musique. On travaille avec d'autres réseaux et fédérations, et par exemple, côté tout ce qui est art de la rue, ça génère beaucoup plus d'inquiétudes. Parce que là, il y a beaucoup de manifestations qui ont été décalées. La même situation du coup de concentration sur des dates qu'on craignait dans la musique, pour le coup, elle se fait dans les arts de la rue, c'est-à-dire Aurillac, Chalon, tout ça sont tous au même moment, tous regroupés, avec des gros problèmes de prestataires, etc. Et puis, pour le coup, côté art de la rue, beaucoup d'inquiétudes sur les autorisations de manifestations dans l'espace public, voilà. Et puis, on a quand même beaucoup de structures qui, nous, sont à la fois plutôt dans un champ socio-culturel, et du coup, en réalité, plus que sur le côté culturel, il y a quand même surtout une réception un peu compliquée sur la question sociale que posent les JO, et voilà, et ce que va être Paris pendant ce moment-là, et ce qu'on essaie de mettre de côté, etc., quoi. C'est peut-être plutôt là-dessus, au final, qu'il y a des vraies inquiétudes, que côté programmation événementielle, etc., où finalement on n'a pas pour l'instant de conséquences négatives, et il y a plutôt des belles opportunités, effectivement. Je me permets, parce que nous on est plutôt en contact avec les acteurs qui vont faire des projets et qui là voient un peu, c'est un peu la période où ça va se concrétiser, donc c'est un autre élan. J'avoue, c'est plus du concret, des projets, c'est pas tout un secteur. Moi, je vous fais plutôt l'écho de projets assez singuliers qui se font. Alors, il y en a 2000, donc il y en a quand même beaucoup. Mais là, on est dans une phase où ça y est, ça approche. On a beaucoup d'événements qui se réalisent maintenant, donc c'est assez chouette de voir un peu l'aboutissement. L'autre jour, on est allé voir des répètes de la beauté du geste où les petits nous disent nous, on fait les jeux et on fait partie de ça, et c'est assez chouette. Et c'est malgré plein d'impacts, etc. Il y a cette réalité juste humaine circonscrite à certains projets qui est là, et c'est assez chouette. Là, on a des porteurs de projets qui sont à fond sur des trucs. On va avoir par exemple du voguing au Trocadéro, et là, c'est un peu leur opportunité où ils se disent c'est trop chouette, on va voir comment on peut prendre ces jeux pour en faire quelque chose ici qui nous met en valeur. Donc, on a ces histoires-là qui se mêlent, de l'intime à quelque chose de presque politique quelque part, mais c'est assez beau de voir que tout ça se réalise. On a aussi tout un volet sur tout le territoire avec les fanfares, j'en ai pas parlé, mais c'est un gros volet aussi qui est poussé avec le ministère de la Culture pour avoir des fanfares, du participatif partout en France sur l'Orée de la Flamme pendant les Jeux. Et c'est vrai que quand on parle à ces acteurs-là, ça fait, il y a une sorte d'élan où ils sont trop contents, et c'est chouette que ça arrive et qu'il y a une sorte de fédération qui se fait. Bien sûr, quand on est du côté plus macro et qu'on voit des impacts économiques, etc., c'est clair que les jeux ne touchent pas les gens de la même façon. Et on ne peut pas être aveugle là-dessus, mais il y a aussi tout cet élan-là de ferveur collective qui, nous, on le voit dans certains projets. Quand on parlait à pas mal d'artistes, il y a une curiosité, il y a un truc qui ramène aux athlètes, à des sensations qu'on peut avoir devant le sport. Et ça, c'est assez beau de le voir comment ça se traduit en projet et en lien avec ces échelles-là qui sont peut-être très micro, mais qui font quand même partie des jeux, quoi. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, ça ira. Du coup, merci beaucoup. Du coup, si vous avez des questions, maintenant c'est à votre tour. Si vous voulez les poser, c'est maintenant à nos trois intervenantes. J'avais une question. Alors j'avais une question sur l'après, moi, du coup, vous avez bien parlé de tout ce que les JO peuvent apporter et peut-être des difficultés qu'il y a eu sur l'Olympiade culturelle. Et ensuite, il va y avoir l'après. Est-ce que, du coup, après, il y aura eu tellement d'investissements, et je parle aussi d'investissement en temps qui aura été passé sur toutes ces Olympiades culturelles, qui fait que, notamment au niveau de l'investissement des pouvoirs publics, il va y en avoir moins. Ou est-ce qu'au contraire, ça aura été très orienté sur le sport et que du coup, la musique aura un peu plus de place? Moi, je me pose la question je ne sais pas si vous avez cette visibilité-là, de savoir si pour la suite, ça va être une ouverture ou s'il va falloir respirer un peu avant de repartir. Alors, techniquement, Paris 2024 se dissout entre septembre et janvier
2024-2025. Donc malheureusement, moi je ne peux rien de présager de l'avenir dans ma position. C'est plutôt aux collectivités, pouvoirs publics qui verront comment ils portent ce flambeau-là, comment ils prolongent l'élan. Ce qu'on peut dire à Londres, c'est que ça avait laissé des traces dans le domaine culturel, avec notamment ce projet Unlimited qui était pour la valorisation d'artistes en situation de handicap, qui a perduré dans les années. Il y avait aussi des dynamiques locales avec des festivals un peu à sport qui, pour certains, avaient perduré. Donc on verra comment les acteurs s'en emparent en France. Il y a, à ma connaissance, pas un programme ou un fonds qui est déjà annoncé par le ministère de la Culture qui sera permanent. On sent bien que les étés culturels, c'est peut-être là-dessus que ça va rebondir, parce que l'Olympiade s'est quelque part lancée avec les étés culturels. Et je pense que c'est une dynamique qui va rester. Ce côté, on travaille hors les murs, on va dans les stades, on va toucher d'autres publics. La ville de Paris, c'est des dispositifs aussi très simples, à lancer des stages sport-vacances. Avant, c'était d'un côté, on s'inscrivait soit au foot pour faire de façon schématique, ou à la peinture, et aussi ça faisait des stages pas du tout paritaires. À l'occasion de l'Olympiade culturelle, ils ont créé des stages où le matin, on va faire du sport et l'après-midi, on va faire une activité créative. Donc, a priori, ces stages vont rester dans ce modèle-là qui crée plus de parité. Et c'est peut-être je pense plus par des petits dispositifs comme ça ou des dynamiques qui vont rester qu'un grand programme. Donc peut-être qu'effectivement ça va donner aussi la place à d'autres problématiques d'écologie, on en parlait tout à l'heure juste en off, mais d'autres choses comme ça qui vont pouvoir peut-être remonter après, mais aussi on espère qu'il y ait toujours peut-être cette dynamique de nouveaux formats, d'aller vers d'autres terrains de jeu au pluriel, quoi. Non, effectivement, je pense qu'il y a à des échelles locales, ça peut avoir permis à des projets de se monter, et si les projets sur cette première édition fonctionnent bien, c'est à la collectivité de reprendre la suite, et du coup je pense qu'il y a des choses qui vont se pérenniser sur des petits projets. Après du coup ça revient sur le budget des collectivités, quoi, qui est pas non plus en très bonne santé pour la plupart d'entre elles. Je complète juste sur la réponse. On saura vraiment après selon déjà comment ça s'est passé cet été. Et ensuite, là, nous, l'enjeu, c'est pas seulement d'avoir plus de moyens, c'est déjà d'arriver à maintenir les moyens pour la culture tels qu'ils sont aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé des grosses diminutions globalement des budgets pour le prochain projet de loi de finances. Et donc, déjà, rien que ça, ce sera un beau travail à faire, quoi, là-dessus. Oui, du coup, ça fait bizarre. Justement, vous disiez que Paris, c'est une ville qui a Paris et l'Île-de-France, c'est une ville qui a beaucoup déjà d'actions, de vie culturelle. Pourquoi cette volonté de faire des appels à projets et d'inviter de nouveaux acteurs qui ne sont pas déjà implantés à faire de nouveaux projets, au lieu d'aller directement chercher tous les acteurs qui sont déjà dans ce milieu-là pour faire des projets et continuer leur activité? C'est-à-dire que soit on fait pas je suis pas sûre de comprendre la logique A et la logique B. Dans un sens, on fait des appels à projets, on rajoute une offre, et de l'autre côté, on laisse faire comme d'habitude, c'est ça? On augmente les subventions en fonctionnement plutôt que passer par des appels à projets. Ouais. En fait, c'est que je mets en comparaison, il y a des salles qui sont obligées de s'arrêter ou de fermer, et à côté, on fait des appels à projets, et je me demande juste pourquoi cette décision de ne pas simplement donner des projets justement aux salles qui sont contraintes d'arrêter leur activité. Alors moi j'avoue, je viens avec ce regard événementiel des jeux, mais qui est aussi lié à une volonté de faire plus de liens entre le sport, la culture, mettre en valeur le sport santé, pas juste les performances des athlètes pendant les jeux, ce qui est un super récit en soi, un super sujet de création, mais donc l'idée c'était quand même des jeux d'insuffler un mouvement de fond sur le sport, sur le côté fédérateur, le côté poreux du sport et son lien aussi avec la culture. Donc ces appels à projets permettent de sortir des tiroirs des choses qui étaient peut-être latentes, pas encore exploitées, des envies qui n'étaient pas là, qui ne pouvaient pas s'exprimer, on va dire, entre guillemets, de susciter des rencontres qui ne se seraient pas faites sans ça, parce que par exemple il y a eu tout un appel à projet qui s'appelle Artistes et sportifs associés, où on allait aider des athlètes et des clubs à se rencontrer
Donc je parlais du Red Star et la rencontre avec un rappeur. Il y a eu à Metz aussi où un artiste est parti en résidence dans le club de foot pendant des mois et a fait des productions en plus plastiques. Donc c'est ça l'idée derrière qui est en fait un sujet de fond avec la logique événementielle. Donc c'est pour ça qu'il y a ce croisement avec des appels à projets. Après on peut que effectivement vouloir plus de fonds structurants pour les lieux. Et ça, c'est pas en tout cas notre rôle, mais on espère que aussi peut-être que par cette puce à l'oreille, ces appels à projets, ça créera des dynamiques. Comme je parlais tout à l'heure de Londres avec des appels à projets autour du handicap. Et ben ça va créer aussi des dynamiques de fond. On va se dire bah ouais, c'est pas assez des artistes, des interprètes qui sont pas assez représentés. On va essayer de les mettre plus en valeur derrière. Mais c'est clair qu'il y a tout un travail de structuration du secteur qui doit se faire en parallèle, d'appui constant. Et en fait, c'est des budgets pour l'Olympiade culturelle qui ont été pris en plus. Il y a certains qui ont été pris sur des fonds courants. Mais je pense pas que ça vienne absorber complètement des questions de fond qui sont de la structuration du secteur, de toujours voter des budgets conséquents pour la culture. On a un budget, nous, Paris 2024, de 12 millions d'euros, donc comparé au Festival d'Avignon ou autre, ça ne vient pas trop aspirer beaucoup de fonds, et puis c'est l'argent des jeux, et à 97% privé si on parle vraiment que des compétitions. Sur les institutions, le ministère de la Culture, etc., ils ont toujours des crédits pour de l'événementiel. Alors est-ce qu'ils sont grappillés sur d'autres crédits de fête de la musique ou autre, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ça reste des budgets tellement... qui sont malheureusement peut-être, je ne sais pas, mais parce qui viendront pas non plus imputer sur le gros manque de structuration, peut-être pour avoir des fonds plus conséquents pour vraiment la viabilité du secteur. Ouais, je ne sais pas si c'était ça aussi qui était contenu dans ta question, mais de fait, j'ai l'impression que la plupart des répondants à l'appel à projet, c'est des structures, c'est beaucoup de nouveaux projets, mais c'est pas des nouveaux acteurs. Je veux dire, c'est porté par des acteurs culturels qui étaient déjà installés, etc. Et d'ailleurs, de fait, Petit Bain ferme, mais à côté de ça, a aussi un projet qui est aidé via l'Olympiade culturelle. Donc ça fonctionne quand même un peu. Après, c'est sûr que ça rentre dans une logique de financement qui est de plus en plus à l'appel à projet, ce qui veut dire quelque chose de pas forcément pérenne, de potentiellement one shot. Voilà, mais ça, c'est pas propre au JO, hein, c'est une dynamique assez globale du financement de la culture. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je poursuis un peu la réflexion sur l'après. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques mettent en lumière, peut-être à vous particulièrement Céline, mettent en lumière des problématiques qui étaient déjà présentes, notamment dans les rapports entre les politiques et les industries de la culture et les acteurs du monde de la culture. Et est-ce que vous pensez que cette mise en lumière va développer vers une réflexion un peu plus présente dans les débats publics ? Alors, sur le fait que ça met en lumière des problématiques déjà existantes, oui, évidemment, ça c'est certain. L'inflation, elle était déjà là. La question de la tension sur le marché du travail au niveau de certains métiers, elle était déjà là et elle va de manière croissante. C'est vrai que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un événement assez exceptionnel, qui est de grande envergure, à résonance internationale, et du coup, ça vient accentuer tout le reste derrière. Aujourd'hui c'est vrai qu'on va avoir des grosses tensions sur comment trouver des barrières dans un festival, des toilettes sèches. On a des festivals qui ont des difficultés à trouver des bénévoles de la Croix-Rouge pour assurer la question des secours sur le site, sur la sécurité privée, au niveau de l'hôtellerie, quand on est dans une zone proche soit d'une zone d'épreuve ou de passage de la flamme. C'est vrai que du coup les hôtels sont tous déjà complets, donc il faut bien loger les équipes artistiques et techniques, ça devient problématique. Donc oui, ça vient accentuer tout ça. Après, on va s'en sortir comme on peut cet été. On verra après sur ce que ça va donner. Les problématiques sont déjà là. Ça va les accentuer parce que c'est un très gros événement. Et puis, on va voir bien en septembre les conséquences que ça a eu. Et puis, l'inflation sera peut-être toujours là aussi, quoi. Ça, c'est vrai. Ça vient accentuer tout ça.
tout ce qui se passait en Île-de-France, un peu en France métropolitaine, mais au niveau des DROM, par exemple, est-ce que vous avez des informations sur ce qui est fait? Est-ce qu'il y a eu autant d'événements qui ont été mis en place? Alors sur les territoires d'outre-mer, on a fait un appel à projet spécifique justement pour appuyer. On a fait 2 grands appels à projets avec le ministère, un sur le handicap, un sur les outre-mer. Donc ça relève aussi une volonté d'appuyer certains territoires, certaines dynamiques au sein de toutes ces pistes que couvre l'Olympiade culturelle. Donc là, il y a eu un effort particulier. Derrière, je ne saurais pas le quantifier, je n'ai pas les chiffres, mais il y a quand même pas mal de projets qui se tournent dans les Outre-mer, notamment grâce à cet appel à projet. On va aussi essayer de faire tourner certains projets. C'est par exemple une résidence entre des judokas en Guyane et des breakers qui a été faite là-bas, qui sera montrée là-bas, qui sera aussi pendant les Jeux montrée sur des sites de célébration. Et donc c'est ces dynamiques-là qui ont été impulsées. On sait qu'il y aura des choses à Tahiti, il y a le surf là-bas, avec des expositions, il y a un musée spécial dédié là-bas. Donc il y a une volonté en tout cas d'inviter et de faire en sorte que sur les territoires d'outre-mer ça résonne aussi. Le relais de la flamme passera dans ces territoires, donc c'est aussi à cette occasion-là que les acteurs culturels vont être sollicités pour venir participer à cet élan vers les Jeux. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut terminer là. Du coup, je remercie tout particulièrement Célie, Marie et Camille d'être ici. Et puis, on peut s'arrêter là. Et puis, on a préparé un petit buffet pour vous, donc profitez-en. Mais voilà, on vous remercie et au revoir.